I would prefer not to. Cette réponse insolite est celle de Bartleby, un simple clerc dans une étude notariale qui se met soudainement à refuser d'obéir à certaines des plus anodines sollicitations de son patron. Cette célèbre nouvelle, écrite par Herman Melville et qui porte le nom de son héros, a fasciné les philosophes tout au long du XXe siècle. Sans doute serait-il temps que les managers s'y intéressent à leur tour. Pourquoi ? Eh bien parce que ce refus énigmatique d'obtempérer est problématique pour le management, qui se définit notamment par un pouvoir de contrainte. Face à lui, Bartleby, petit salarié sans envergure apparente, pour rappeler à son chef, comme indiquait Diderot, qu'aucun homme n'a reçu de la nature le droit de commander les autres. Cette résistance au pouvoir résonne aussi comme une provision de liberté qui fuit la contrainte, au point que, de guerre lasse, le patron finisse par ne plus rien lui demander du tout. Car le refus en question n'est pas pur et simple, d'où les difficultés que nous avons à traduire en français une telle phrase « je préférerais n'en rien faire »,« je préférerais pas »,« j'aimerais mieux ne pas faire » ou « j'aurais une préférence pour ne rien en faire », etc., etc. Dans tous les cas, Bartleby, par ce jeu de mots, semble rompre en toute passivité avec une dimension hiérarchique du pouvoir sans que ses intentions nous soient révélées en toute clarté. Est-il fâché contre son employeur ou contre l'humanité tout entière ? Veut-il faire entendre la voix de la contestation ou au contraire rester discret et mesuré, militant même avant l'heure pour l'entreprise libérée ? Dans tous les cas, nous savons qu'il oppose un déni, un non principiel. Pour Vincent Delcroix, qui enseigne la philosophie de la religion à l'école pratique des hautes études et qui signe un ouvrage intitulé « Non », N-O-N, ce déni est un signe qui manifeste une liberté, laquelle se définit moins par le pouvoir de faire que par le pouvoir de ne pas vouloir. Ne pas pouvoir, ne pas faire, serait, explique-t-il, un véritable cauchemar. Alors que renoncer à faire quelque chose qu'on a le pouvoir de faire, voilà qui serait un signe en direction de la liberté. En somme, le vrai pouvoir serait une capacité négative. Le sous-titre de l'ouvrage, de l'esprit de révolte, pourrait donc induire en erreur, car cette philosophie du non qu'expose Delcroix tente autant que possible de sortir de l'esprit de contradiction, de l'indignation ou du ressentiment systématique. Dans le non, tout n'est pas bon. Il ne s'agit pas de dire non à tout, ce qui n'aurait aucun sens. Comme le faisait remarquer Wittgenstein, rappelle justement notre essayiste, il faut que des gonds soient fixes pour que la porte tourne. Autrement dit, il faut que certaines choses soient hors de doute pour que l'on puisse douter. Pour que le non puisse s'exercer, il faut que quelque chose lui soit soustrait. Non, le non en question se veut intranquille, éthique et juste. La justice, explique Delcroix, ne s'exprime jamais mieux que lorsqu'elle dit non à l'injustice. Par une série d'exemples, l'auteur développe son concept. Dans les sciences, par exemple, les progrès sont réalisés à partir de nouvelles représentations qui s'opposent aux anciennes. Dans les arts, il en va de même. Une œuvre artistique, quelle qu'elle soit, est toujours une manière de s'opposer au monde existant, de faire état d'un certain refus. Quant à celui ou celle qui développe ses affaires, ou le chef d'usine qui voit prospérer son industrie, pour employer l'expression de Bergson, n'en va-t-il pas finalement de même ? Il est celui ou celle qui, le plus souvent, a d'ores et déjà dit non à des modèles de gestion préexistants. Innover d'ailleurs, ne serait-ce pas d'abord la formulation d'une négation à l'égard de tous les vieux schémas qui ont échoué. Tout se passant comme si, en art, en politique aussi bien qu'en littérature ou en management, il fallait d'abord, comme nous y convie vivement Delcroix, tâcher de se faire un nom.